Donc je vais peut-être me contenter par rapport, maintenant on a déjà eu plusieurs exposés, de vous décrire un petit peu ce que je perçois des hésitations, de l'impuissance, des espérances aussi de l'Union européenne sur la question syrienne, et puis de rectifier ou de donner mon avis sur certaines des choses qui ont été dites. Et je pense que essentiellement, ça a tourné autour de deux questions qui sont idiotes, mais qui sont massives et euh, qui, qui vont plomber absolument toute action. C'est, première chose, l'intervention militaire est-elle possible? Est-ce qu'elle est une solution? C'est aussi bête que ça. Et là, il y a eu une évolution à un moment donné, mais on peut en reparler. Et deuxièmement, d'abord, comment est-ce que ce régime dont on veut le départ, parce qu'on pense qu'il n'est plus légitime par rapport à son peuple, comment peut-il partir et par quoi faut-il le remplacer? Et est-ce que le remplacer ne sera pas pire que l'actuel? C'est difficile de faire pire, vous allez me dire, mais c'est vraiment les deux grandes questions qui ont été les fils conducteurs de toutes les discussions, que ce soit au niveau du service d'action extérieure, que ce soit dans les enceintes parlementaires ou au Conseil. Et en même temps, c'est une véritable impasse. Et quand j'entends Joseph nous expliquer que Genève 2 sera peut-être une impasse aussi, ce qui est possible, bien évidemment, on se dit, mais alors, que faire? Vers où va-t-on? Parce que au début, je pense que, c'est-à-dire mars 2011, je pense que la tentation à ce moment-là d'agir très vite a été très importante. Elle a été très importante et ce qui a le plus freiné la communauté internationale, je pense, ça a été la question libyenne. C'est-à-dire la question libyenne qui n'a pas tourné évidemment comme on aurait voulu qu'elle tourne, avec le fait qu'on n'ait pas su contenir non plus les déplacements terroristes d'armes, etc., vers le Mali et vers les autres pays. Et puis après, la façon dont la Libye a évolué et les quelques libertés qu'on a prises avec le mandat de la résolution de l'ONU qui autorisait cette intervention. Et bien entendu, la Russie, la Chine, etc., se sont servis de cette question libyenne pour dire nous ne voulons pas de résolution à l'ONU parce que voilà ce que vous en avez fait. Vous avez excédé très largement le mandat qui était le vôtre. C'était probablement pour d'autres raisons, mais c'était la Libye qui était donnée. Et la communauté internationale a dit mais nous n'interviendrons pas en dehors du cadre de l'ONU. Et toutes les résolutions qu'on a prises à ce moment-là au Parlement européen, elles ont été rien qui ne soit pas dans le cadre de l'ONU. Et bien entendu, vous savez ce qu'il en est, donc l'ONU, le Conseil de sécurité complètement bloqué. Mais donc ça a bloqué la tentation initiale de se dire il va y avoir un massacre, ça c'est sûr, et donc il faut protéger les populations, devoir de protéger, etc. Et puis, l'affaire a évolué. On a très très bien décrit le jeu interconfessionnel qu'a joué Bachar, mais qu'on le veuille ou non, la constitution sur le terrain de groupes maintenant qui sont tantôt très extrémistes, tantôt de véritables groupes criminels, les conflits internes, la fragmentation de l'opposition, puisqu'il y a 2300 groupes armés différents. Et donc, toute cette évolution, et avec la guerre de proximité qui est intervenue, et qui a fait intervenir la plupart des pays avec des milices sur place, etc., fait que une intervention militaire devenait une déflagration dans la région. Et ça est un problème qui a peu été évoqué, sur lequel je reviendrai, qui est l'afflux des réfugiés et la capacité d'absorption complètement saturée
des pays environnants et les millions de personnes en besoin à l'intérieur de la Syrie. Une intervention militaire dans ce contexte-là, et tu le dis, si ça dure, et si ça dure, c'est encore un des grands risques, la région entière va exploser. Et donc, l'intervention militaire dans ce contexte-là devenait complètement impossible, et pour le changement de régime, bien entendu, Bachar ne cédait pas. Bachar ne cédait pas, il ne cédait pas à la pression, en tout cas à la pression occidentale, il ne cédait pas, et il ne cédait pas un pouce sur le terrain. Alors, on s'est vraiment tourné, et c'est pour ça que c'est intéressant, on s'est vraiment tourné à ce moment-là vers l'idée que la seule solution possible était une solution diplomatique, et qu'il fallait trouver la manière de réunir autour d'une table, ou de réunir, en tout cas virtuellement, la Russie, l'Iran, les États-Unis, l'Europe, etc. Et tout le monde parlait de cette solution diplomatique, mais personne ne faisait rien. Et tu l'as dit, ou quelqu'un d'autre l'a dit, l'élément déclencheur a été évidemment les armes chimiques, et le fait que là, ça a beaucoup ennuyé la Russie, ça a beaucoup ennuyé l'Iran aussi. L'Iran n'est pas du tout pour l'utilisation des armes chimiques, et c'était le pas de trop finalement du régime qui a poussé à ce moment-là cette combinaison sur laquelle je vais revenir, Lavrov, Kerry, et ce n'est pas Lavrov et les Américains, c'est Lavrov, Kerry et Obama. Et ce n'est pas l'administration américaine, et ce n'est parce que l'administration américaine a joué un jeu un peu différent. Et c'était Kerry qui, au nom de Lavrov, avec Lavrov qui a commencé, etc., mais c'est parti de là. C'est parti de là, et dans cette espèce de momentum dans lequel on est maintenant, il y a tout de même ce rapprochement, en tout cas, Obama ou Kerry, Lavrov, mais aussi les négociations sur le nucléaire qui ont été entamées avec l'Iran, et l'Iran, dont je ne suis pas aussi sûre que toi, que l'Iran soutient Bachar. L'Iran est extrêmement effrayé de la montée des groupes terroristes. Ça, c'est indiscutable. Tout le monde est effrayé. Tous les pays avoisinants savent que si on fait la guerre ou si on ne la fait pas, si Bachar quitte ou si Bachar ne quitte pas, les groupes ne vont pas partir. Et donc que la région va être une région où il va falloir solutionner ce problème. Et il y a cette espèce de rapprochement qu'on peut sentir maintenant quand on discute avec eux, ce rapprochement peut-être pas tant autour de la question syrienne, mais de la puissance de nuisance possible de ce qui est en train de se constituer comme tissu dans la région. Et ça, c'est un motif relativement puissant, à mon avis, peut-être pas pour réussir Genève 2, mais en tout cas pour mettre un maximum de gens autour de la table. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Iran il y a 3 semaines, je crois, à peu près 3 semaines, au moment des négociations sur le nucléaire. Et quand je disais à Rafsanjani, mais enfin, comment pouvez-vous continuer à soutenir Bachar al-Assad alors que, ne discutons même pas s'il a utilisé les armes chimiques ou pas, mais il a tout de même bombardé son peuple. Rafsanjani, qui est très proche de Rouhani, a eu cette réponse qui était intéressante parce qu'il ne répondait pas directement. Et il a dit, quand j'étais chef des armées durant la première guerre d'Irak, et que j'ai dû bombarder des régions, je me suis toujours arrangé pour faire en sorte que les populations civiles soient évacuées. Bon. Et je l'ai annoncé. Et
quand Saddam Hussein a gazé son peuple. J'ai pris 1400 de ces Irakiens gazés dans les hôpitaux en Iran, même si c'était des ennemis. Nous ne tolérons pas ce genre de pratique. Mais je dis, si vous ne tolérez pas ce genre de pratique, alors comment pouvez-vous continuer à soutenir Bachar? Et il a répondu ce qu'il a répondu partout, qui est dans tous les journaux. Si Bachar doit partir, ça doit être une conclusion de Genève II, mais pas un prérequis. Bon, il l'a dit plusieurs fois, donc ce n'est pas un scoop. Mais je ne suis pas personnellement convaincu que Bachar soit soutenu aujourd'hui, tel quel, par la Russie et par l'Iran. Ce que je suis sûr, c'est qu'il faudrait lui trouver un substitut raisonnable et inclusif. Et que pour le moment, moi, je ne le vois pas sur la table. Mais ça peut faire partie de Genève II. Ça peut faire partie de Genève II. Mais on peut le discuter. Je connais Genève I, la mise à l'écart de Bachar, le gouvernement provisoire, etc., etc. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le moment, ça reste, ce n'est pas une espèce de carte fantôme, ça reste l'obsession de dire qui va lui succéder, qui va être capable, dans ce pays martyr pour le moment, qui va être capable de recomposer les morceaux, qui va être capable de diriger ce pays, de gérer l'éducation, de gérer un système public avec l'état actuel de la Syrie, qui est un état dont il faut... qui est un État qui a été causé par Bachar, mais, et par son gouvernement et par la manière dont il a réprimé les mouvements révolutionnaires de mars 2011, mais en attendant tel quel, et en étant extrêmement pragmatique, qui va pouvoir le faire et vers où allons-nous? Et ça, c'est l'inquiétude de l'ensemble des pays de la région. Si vous prenez le Liban, si vous prenez la Jordanie, que vous allez discuter avec eux, c'est leur inquiétude terrible. Qui saura contenir finalement ce qu'il y a aujourd'hui comme bombe latente à l'intérieur de la Syrie? Et je crois que ça, c'est une des questions, je ne sais pas si ça fait partie en tout cas de Genève II, mais c'est une des questions auxquelles que tout le monde se pose et qui explique une partie de l'immobilisme. Maintenant, je disais, et c'est vrai, il y a des conceptions différentes de Genève II. Si on prend l'équipe de Brahimi, il avait réussi à dénouer des crises auparavant, et notamment dans la crise afghane, dans le processus de Bonn, parce qu'il avait isolé les parties afghanes dans le processus de négociation en refusant les acteurs externes. Et l'opinion de Brahimi et de l'ONU en général, c'est qu'il faudrait commencer effectivement à discuter d'affaires essentielles. Je lis, ça devrait être un processus pour l'ONU. Ce n'est pas un one-shot. Pour d'autres acteurs, Genève II doit être un one-shot. On doit très rapidement se débarrasser de Bachar, arriver à une solution ou pas de solution, mais c'est en tout cas quelque chose qui doit durer peu de temps. Pour d'autres, comme Brahimi que je citais, il faudrait traiter l'accès humanitaire, l'accès des médias, libérer les prisonniers, etc. etc. Il y a toute cette série de choses qui sont sur la table, mais... et à ce moment-là, instaurer un processus de transition. Donc on voit bien, comme tu le disais d'ailleurs, que dans la manière dont on remplit Genève II ou Montreux, on n'est pas du tout d'accord actuellement sur ce qu'on veut mettre. Est-ce qu'il faut justement avoir tout le monde sur la table? On parle d'une trentaine de pays. Est-ce qu'il faut traiter avec peu? Est-ce que le prémisse doit être le départ de Bachar al-Assad? Est-ce qu'au contraire, on va vers la négociation de points humanitaires d'abord, etc. Ça fait partie des difficultés. Mais pour le moment, c'est très, très compliqué de dire l'Union européenne doit faire ça. Alors, qu'a fait l'Union européenne? Elle a fait quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Bon, je ne peux pas toujours défendre l'Union, mais elle a traité au mieux l'aspect humanitaire. Moi, j'étais un peu étonnée parce que c'est ce qui m'a submergée quand j'étais là-bas,
en me disant que l'hiver allait tuer autant que les bombes et autant que les prisons pour le moment, et que dans les 2 millions, le million et demi de personnes qui sont aujourd'hui au Liban, les 6 millions, 5 millions et demi de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie qui n'ont rien, l'aspect humanitaire aujourd'hui reste un énorme problème qu'il faut traiter, et l'Union européenne a tenté de le faire. Elle a débloqué 1,5 milliard pour aider les réfugiés. Ce n'est pas 30% des besoins, mais c'est quelque chose, et pour le moment, elle travaille à l'intérieur de la Syrie, elle travaille à l'extérieur de la Syrie. Alors, on peut évidemment se dire que l'hiver, les réfugiés, les tentes, la béca, les trucs, tout ça, ce sont des choses qui sont mineures par rapport au processus politique. Quand on voit et qu'on sait, et qu'on analyse, et qu'on sait que ce processus politique ne va pas se dénouer en un jour, ne va pas se dénouer immédiatement, et que quelles que soient les issues de Genève II, on est parti pour des mois, et Joseph décrivait même un processus qui était très, 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 très long, où on mitigeait les problèmes les uns après les autres, mais on finirait bien par arriver à quelque chose qui allait exploser. Dans ces circonstances-là, et moi je voudrais le remettre sur la table, et je le fais vraiment en sachant bien que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème politique, mais ça va, en tout cas, empêcher probablement des centaines de milliers de personnes de perdre encore la vie au cours des prochains mois. Et donc, quand on dit l'Union européenne a fait de l'humanitaire, c'est ridicule, ce n'est pas une grande ONG, non, elle n'a pas su résoudre pour le moment le problème syrien. On s'est séparé sur diverses interprétations de la crise syrienne, mais je trouve que globalement, s'occuper de ça, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas si mal que ça. Voilà. Merci.